Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al 24 News. Cap sur Raza l'oublié, qui vit ses pires années après 2 ans de génocide. Vient alors le cessez-le-feu comme, si vous voulez, une bouffée d'oxygène aux Razaouis. Mais c'était sans compter avec la malice sioniste, un plan de paix qui finalement ne vaut que pour celui qui l'a proposé. Les Razaouis continuent, eux, de souffrir leur martyr et bien sûr de partir en martyr. L'étau se resserre de plus en plus et chaque jour est compté autour de ces Razaouis cantonnés, parqués dans cette enclave où ils n'arrivent ni à respirer, ni à manger, ni à boire, ni même à trouver une vie décente. Que cherche-t-on à faire des Razaouis aujourd'hui et quel plan machiavélique leur prépare-t-on si tel est le cas réellement lorsqu'on sait que de hauts responsables sionistes ont parlé à plusieurs reprises d'un départ ou du fait de sortir les Razaouis de l'enclave. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Akram Belkaïd, rédacteur en chef du Monde diplomatique, co-coordinateur du magazine Manière de voir, consacré à Raza. Akram Belkaïd, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, c'est vrai que Akram Belkaïd, après 2 ans de génocide, le génocide ne s'arrête pas, puisque de toute façon, depuis octobre 2025, on pensait réellement qu'on pouvait, ou que les Palestiniens pouvaient respirer. On se rend compte que ce n'était pas le cas. Au contraire, le génocide se poursuit sous d'autres formes, affamer les populations, empêcher l'aide d'être acheminée, bien sûr, des Razaouis qui meurent donc de froid, des bébés qui partent parce qu'ils meurent de froid et de faim. Finalement, le génocide se poursuit, il ne s'est jamais réellement arrêté. Faut-il encore et encore parler aujourd'hui de Raza, ou est-ce que, comme le laisse peut-être l'impression qui est donnée aujourd'hui, que de plus en plus Raza est oublié, et des médias et du reste du monde? Écoutez, vous avez raison de pointer le fait que le cessez-le-feu n'a rien changé ou presque. Tous les jours, des Razaouis meurent. Les bombardements se poursuivent. L'enclave est occupée à 60% par l'armée israélienne, qui a fixé une limite, la fameuse ligne jaune, qui déclenche des tirs dès lors que chaque Palestinien s'approche de cette ligne décidée de manière unilatérale par les Israéliens. Donc, en fait, on est toujours dans le même scénario qui a commencé depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire rendre la vie des Razaouis impossible. Leur pourrir la vie, si je peux m'exprimer ainsi, et effectivement faire en sorte que certains d'entre eux, de guerre lasse, fatigués, épuisés, affamés, acceptent de quitter Raza. Pour je ne sais pas, est-ce que c'est le Sinaï égyptien, est-ce que c'est la Somalie, est-ce que c'est la Jordanie, est-ce que c'est le Liban, tout ça est encore source d'interrogation. Il n'en demeure pas moins que la destruction systématique des infrastructures de Raza se poursuit. C'est-à-dire que même les bâtiments qui ont échappé au bombardement, oui, même les maisons individuelles qui ont échappé au bombardement, tout ça est en train d'être détruit de manière systématique. Oui, finalement, Akram Belkaïd, je vous propose, avant de poursuivre le débat ensemble et avec nos téléspectateurs, de voir ensemble ce sujet signé Tinine Al-Makassi pour ensuite revenir au débat. Tout de suite. À Raza, le génocide ne se mène pas seulement par les bombardements. Il se déploie aussi dans l'organisation méthodique de la survie impossible. Donc le déplacement forcé et définitif des populations razaouis constitue l'ultime objectif. Le déplacement forcé de la population palestinienne, présenté comme une mesure humanitaire ou sécuritaire, constitue en réalité l'un des instruments centraux de la destruction sociale de l'enclave. Déplacer, c'est déjà déraciner. Déplacer sans retour possible est une épuration ethnique programmée, d'autant plus que le droit au retour est déjà au cœur des revendications palestiniennes depuis la Nakba en 1948.
Depuis le début du génocide le 7 octobre 2023, les habitants de Raza sont sommés de fuir de zone en zone dans un espace pourtant clos, assiégé, privé de ressources vitales, puis encore sous blocus depuis 2007. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'entité sioniste n'a pas cessé. Les bombardements, les tirs ciblés dans plusieurs régions de l'enclave, sans citer les lignes jaunes sionistes, dont les tentations de les transformer en frontières permanentes sont de moins en moins timides. Cette stratégie n'est ni accidentelle ni improvisée. Elle s'inscrit dans une longue histoire coloniale où l'expulsion, la fragmentation territoriale et la précarisation extrême servent un objectif politique clair: rendre la présence palestinienne impossible sur les terres palestiniennes. Face à cela, le discours dominant des puissances occidentales se réfugie dans une neutralité feinte en appelant à la retenue pendant que l'étau se resserre non seulement sur Raza, mais aussi sur la Cisjordanie occupée où les nouvelles colonies sont de plus en plus nombreuses. Akram Belkaïd, donc on est de retour. C'est qu'il y a quand même des questions qu'on devrait se poser parce qu'on a l'impression que cet étouffement qui est donc prémédité, volontaire pour les Razaouis est là pour les pousser à bout pour qu'ils puissent eux-mêmes et par eux-mêmes demander réellement à quitter ces territoires. Est-ce que cette impression est réelle ou est-ce que c'est juste le fruit de l'imagination? Absolument, c'est réel. L'idée est de d'écœurer les populations, c'est de les inciter à partir, c'est de les inciter à se regrouper peut-être dans un territoire encore plus petit et de gagner du territoire sur Raza, c'est-à-dire que on va modifier la géographie de l'enclave, comme vous avez dit, de la bande de Raza, et de faire peut-être des enclaves, des petits territoires qui seraient clôturés et qui ne seraient pas sans rappeler les Bantoustans à l'époque de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Vous savez, c'était des territoires où on entassait les Noirs et dont ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc, Raza va donner des petits Raza, si j'ose dire, toujours sous la surveillance des armées israéliennes. Alors, il y a un plan de paix, soi-disant, qui s'est mis en place, mais on voit bien que ça n'arrête pas la machine de destruction. Et face à tout ça, les Palestiniens ont toujours opposé une résistance, je dirais, humaine et passive, ce qu'on appelle en langue arabe « somo », c'est-à-dire se résister coûte que coûte, quelles que soient les circonstances. Dans le même temps, on peut comprendre qu'un père de famille qui doit lutter pour sa famille, si demain on lui propose d'aller refaire sa vie dans le Sinaï égyptien ou dans tout autre pays, il est possible que certains Palestiniens de guerre-lasse, fatigués, mal nourris, malades, mal soignés, se décident à partir. C'est la stratégie qui est en place en ce moment. Oui, au fait, c'est une sorte de piège dans lequel sont pris aujourd'hui les Razaouis, les survivants de ce génocide qui continuent donc à subir ce génocide qui ne s'arrête pas. Justement, il n'y a pas plus tard qu'il y a 48 heures, c'était hier, je pense, que un responsable, soi-disant entre guillemets humanitaire sioniste, aurait donc fait des déclarations sans vouloir le nommer. Il aurait dit que bien sûr on va ouvrir les passages, mais quand on parle de passages, il n'y a pas que des entrées, c'est-à-dire en parlant de l'entrée de l'aide humanitaire, il y a aussi également sorti. Les Palestiniens ou les Razaouis devraient peut-être sortir le temps de reconstruire Raza. C'est ça aussi le piège. Écoutez, c'est un vrai piège. Et puis, on sait très bien qu'il y a aujourd'hui à la tête des États-Unis un promoteur immobilier qui voit le problème aussi en termes de promotion immobilière. Il l'a déjà dit, il a parlé de Riviera, d'équivalent de la Côte d'Azur française. Et donc, il y a de gros intérêts qui sont en train de se jouer. C'est vrai que la position de Raza est magnifique au niveau de la mer Méditerranée. Donc, il y a des appétits aussi de promoteurs immobiliers qui imaginent pouvoir prendre le contrôle de la bande côtière, en tout cas d'une partie, pour construire des hôtels, des parcs, ou que sais-je encore. Et tout ça sans demander aux Palestiniens leur avis. Je rappelle que officiellement, aujourd'hui, il y a une espèce de conseil de la paix créé ex nihilo par Donald Trump
auquel se sont joints une vingtaine de pays, qui prétend décider de l'avenir des Gazaouis et de dicter ses instructions à un gouvernement transitoire palestinien qui est composé, je crois, d'une quinzaine de personnes qui, de toutes les façons, ne sont pas encore autorisées à s'installer à Gaza et qui n'auront le droit que d'appliquer ce qu'on va leur dire de faire. C'est une situation néo-coloniale. C'est un nouveau colonialisme. Et tout à l'heure, j'entendais dans le reportage ma consoeur dire que c'est la même chose que depuis la question des réfugiés depuis 1948. Moi, je dirais que c'est même plus tôt. Ça a commencé plus tôt avec la grande révolte palestinienne des années 30. Et j'espère que mes compatriotes algériens pourront voir le film Palestine 1936 d'Anne-Marie Jassir, qui vraiment montre comment ce sont d'abord les Anglais qui ont commencé à appliquer des méthodes et des politiques de nettoyage ethnique, de transfert de population au profit des colonies, à l'époque des colonies sionistes. Israël n'existait pas encore, donc c'était les colonies sionistes au profit des colons contre les populations, notamment rurales palestiniennes. Oui. Il y a quelque chose de très pernicieux qui est en train de se tramer, on va le dire comme ça, parce que dans ce plan de paix finalement proposé par Trump, on parle de tout, on parle de clauses, mais on ne parle jamais des Palestiniens. Ils n'existent pas. Finalement, ils sont où les Gazaouis? Quelle place leur réserve-t-on? Est-ce que vraiment le fait de les pousser dans leur dernier retranchement vers la mer, ou si vous voulez vers les sorties de Rafah, c'est-à-dire vers les points de passage pour qu'ils puissent sortir, aller vers le Sinaï, parce que c'est aussi l'un des plans qui est envisagé. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une stratégie qui donc s'apparente à celle de l'exode de 48 pour ne pas aller plus loin, comme vous le disiez tout à l'heure? Oui, écoutez, à Reza, d'abord, il faut rappeler à nos téléspectateurs que Reza, la bande de Reza, c'est un territoire artificiel, hein, ça ne correspond à aucune entité historique. Reza est une ville millénaire, mais il n'y a jamais eu un pays avec le contour de Reza qu'on connaît aujourd'hui. Tel qu'il est défini aujourd'hui, oui, tout à fait. Voilà, et Reza, donc cette bande de Reza, c'est déjà 80% de la population, c'est déjà des réfugiés. C'est des gens qui ont été chassés en 48 et en 67. Parce que il y a la Nakba de 48, mais il y a aussi la Naksa de 1967. Oui. Après la défaite des armées arabes. La guerre des 6 jours. C'est le même scénario qui se poursuit aujourd'hui. C'est celui de nettoyer ethniquement la Palestine, enfin Gaza. Et c'est exactement dans le reportage qui était dit, c'est aussi le même plan qui est déjà en préparation, qui s'applique en Cisjordanie, Rafah. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des villages bédouins, donc ce sont des Palestiniens en Cisjordanie qui sont chassés de leur village. Vous avez dans les villes palestiniennes, je pense notamment à Al-Khalil, à Hébron ou même à Naplouse, où la pression des colons fait en sorte que des Palestiniens deviennent des réfugiés. Ils partent ailleurs, ils perdent leur maison, ils perdent leur champ, etc. C'est un processus qui n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on a vendu aux gens les accords d'Oslo comme étant une grande étape décisive. En réalité, ça a d'une certaine manière endormi la résistance palestinienne et le nombre de colons en Cisjordanie a été multiplié quasiment par 7. Aujourd'hui, ils sont près de 600 000 à y vivre et empêchent concrètement, physiquement, pratiquement la création d'un État palestinien. Akram Belkayed, finalement, lorsque un plan de paix parle de désarmement de Gaza, c'est-à-dire qu'on a très bien compris il s'agissait de Hamas. Lorsque le Gaza est désarmé, c'est-à-dire que Gaza n'y a plus de résistance d'un côté, alors finalement, dans ces cas-là, quel avenir sommes-nous en train de préparer pour les Palestiniens, que ce soit les Palestiniens de Gaza, comme vous le disiez tout à l'heure, ou les Palestiniens de la Cisjordanie, de Ramallah, et qui sont en train de subir aussi les mêmes affres. Hein. Il ne faut pas croire non plus qu'ils sont mieux lotis. Si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, on pourrait poser la question, mais qui aujourd'hui défend les Gazaouis? Oui. Qui va les défendre demain?
On voit bien qu'ils sont abandonnés à leur sort. Il y a une espèce de silence médiatique international. Et on voit mal les pays de la région, de toutes les façons, peser militairement pour les protéger. Donc, ils ne peuvent opposer que deux types de résistance. Une résistance armée, et on a vu ce que ça a déclenché après le 7 octobre, ou une résistance passive. Mais la résistance passive, si vous n'avez pas un soutien international, des opinions publiques internationales qui vous soutiennent, vous finissez par perdre. Et aujourd'hui, le scénario tel qu'il se prépare, je pense, mais je me trompe peut-être, hein, on verra ce que va donner l'avenir, c'est un morcellement de la bande de Gaza, c'est-à-dire avec le retour de colonies, la confiscation de terrains, et on va abandonner aux Gazaouis quelques portions de ce qui fut la bande de Gaza en attendant la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'imaginaire et la perception israélienne, Gaza a toujours constitué un danger. C'est-à-dire que pour eux, le danger de Gaza n'était pas tant un danger militaire ou les roquettes, etc., qu'un danger démographique. C'est-à-dire que pour les Israéliens, la concentration démographique de Palestiniens à Gaza était pour eux un danger pour l'avenir, puisque grosso modo, les Palestiniens, pardon pour l'expression triviale, font plus d'enfants que les Israéliens. Oui. Et donc, Gaza était considéré comme un danger. Dans la manière de voir que vous avez évoqué, le magazine qu'on a coordonné au niveau du monde diplomatique, on a un article d'Alain Grech qui rappelle que un ancien Premier ministre israélien rêvait de voir Gaza tomber à la mer, s'enfoncer, être englouti par la mer. C'est-à-dire, en gros, être débarrassé de tous ces Palestiniens qui ont résisté, qui n'ont jamais accepté de partir, même après 48, même après 67. Le même statut vaut pour des villes comme Khalid, Hébron, Naplouse, où il y a une grosse densité de population palestinienne. Et on peut prendre date dès aujourd'hui. L'avenir de ces villes palestiniennes de Cisjordanie, aujourd'hui, il est en danger, ces villes sont en danger si rien n'est fait pour arrêter le gouvernement Netanyahou. Oui, il y a de plus en plus, on parle justement d'un plan bien ficelé, celui peut-être de déplacer les Gazaouis, comme on le disait tout à l'heure, vers d'autres destinations, en dehors carrément de la Palestine occupée, c'est-à-dire vers l'Afrique. Et on a cité plusieurs destinations. Et on se rappelle même de l'avion qui a transporté des Palestiniens en Afrique du Sud, qui a été dénoncé pour soi-disant, entre guillemets, parce que on ne sait pas pour quelles raisons ils se sont retrouvés en Afrique du Sud, ces Palestiniens, mais on aura dit, c'est pour des soins. Est-ce qu'on peut pas, ou est-ce qu'on ne craint pas que ce genre d'opération se multiplie à partir du moment où on va laisser sortir des Palestiniens pour recevoir des soins, parce qu'il y a des Palestiniens qui voudraient sortir pour donc avoir accès à ces soins, et de plus vouloir les faire rentrer chez eux, parce qu'il y a de forts risques qu'ils ne reviennent pas vers Gaza. Mais vous savez, c'est déjà une tactique qui est mise en place, c'est-à-dire que pour les gens des territoires occupés, que ce soit Gaza ou la Cisjordanie, ou même, plus important encore, que de Rhodes, Jérusalem-Est, on les laisse sortir pour des soins, pour qu'ils puissent faire des études à l'étranger et tout. Et puis après, on leur interdit de revenir. Oui. Et ça, c'est des cas qui se sont déjà posés. Donc la procédure, elle existe déjà. Et donc la grande incertitude, c'est bon, vous pouvez expulser une vingtaine, une trentaine de personnes en les laissant aller soigner ou respirer à l'étranger, mais c'est quand vous décidez de faire avec des dizaines de milliers de personnes. Là, c'est plus compliqué à organiser. Mais bon, on a vu pendant très longtemps, on pensait que le concept de communauté internationale pouvait jouer, que le monde allait dire non. Mais dans le monde actuel, avec la nouvelle administration américaine, avec la lâcheté des Européens,
avec une certaine indifférence d'acteurs comme la Russie et la Chine, tout est possible. Et on a bien vu le rapprochement entre les autorités israéliennes et le Somaliland, qui a autoproclamé son indépendance et qu'aucun pays ne reconnaît. À part l'entité sioniste. Vous des gens sur un bateau et vous les faites descendre de force et les gens sont obligés de recommencer leur vie. Il y aura quelques protestations peut-être de façade, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a affaire à une administration américaine qui est d'un cynisme absolu et qui n'est absolument pas intéressée par le bien-être du peuple palestinien. Ça, c'est vraiment une donne fondamentale. Donc finalement, il ne faut pas s'étonner parce que plus c'est gros et plus ça a des chances d'aboutir et de passer, mais il ne faut pas s'étonner que c'est un plan qui est envisageable. Ce n'est pas aussi insensé qu'on pourrait le croire, parce que ça paraît insensé, mais c'est en train de se faire. On a vu quand même des Palestiniens complètement transférés ailleurs. Et le fait aujourd'hui à Gaza de les faire mourir de faim et de les priver de toute trace de vie fait partie de ce plan de transfert, parce que c'est les Palestiniens qui vont dire « nous voulons partir », effectivement. C'est ça qu'on attend, on attend de cueillir le fruit alors qu'il est complètement, excusez-moi l'expression, complètement mûr, même un peu trop mûr, pour ne pas dire autre chose. Mais vous savez, je pense que quand vous dites que c'est possible, que c'est évident, qu'est-ce qui peut être impossible à partir du moment où vous avez assassiné 70 000 personnes. Oui, oui. Gratuitement, avec finalement une acceptation internationale plus ou moins manifeste. Qu'est-ce qui peut paraître impossible? Rien du tout. Aujourd'hui, tout est possible parce que, et je rappelle l'actualité du jour, c'est que, ou d'hier, je ne sais plus, mais c'est que les Israéliens ont reconnu de manière officielle que le bilan présenté par le ministère de la Santé du Hamas, c'est-à-dire plus de 70 000 personnes, est un bilan exact. C'est-à-dire que au cours des deux dernières années, à chaque fois que, notamment en France ou ailleurs, on disait il y a 10 000, 30 000, 40 000 morts, des gens disaient c'est les chiffres du Hamas. Aujourd'hui, ces chiffres ont été confirmés. Donc, on a bien un bilan officiel de 70 000 victimes. Oui. C'est certainement plus. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les victimes indirectes, qui vont mourir dans les prochains mois, hélas, à cause du manque de froid, soins, de la faim, voilà. La malnutrition, les maladies, etc. Donc, à partir du moment où il n'y a pas eu une seule condamnation du Conseil de sécurité, à partir du moment où il n'y a pas eu une seule sanction contre l'État israélien pour ça, leur calcul est très simple. Leur lecture de la situation, c'est on peut tout faire. Et on peut d'autant plus tout faire que certains pays arabes ont fait la paix, ont normalisé leurs relations et finalement se disent totalement indifférents à ce qui arrive aux Palestiniens. Akram Belkaïd, je vous donne le dernier mot. Je ne sais pas si vous voulez conclure peut-être avec une idée, sans que je vous pose de questions. J'aimerais en quelques secondes conclure avec vous. Je crois qu'il faut plus que jamais être solidaire avec les Palestiniens. Il faut accueillir leurs élites si elles en ont besoin. Il faut accueillir leur peuple s'il en a besoin. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée de la Palestine, elle va continuer à exister, y compris dans la diaspora. Donc, aujourd'hui, c'est une question d'urgence. Il s'agit d'aider un peuple à survivre. Merci beaucoup, Akram Belkaïd. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Monde diplomatique. Vous êtes également co-coordinateur du magazine Manière de voir consacré à Gaza. Et j'invite tous nos téléspectateurs à jeter un coup d'œil. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de l'Échiquier International. Au revoir.